Voilà, bonjour à tous. Bon, Tristan, tu es animateur, donc s'il y a des gens qui rentrent en salle d'attente, c'est toi qui vas pouvoir les accepter. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc, Tristan, tu peux commencer à partager ton document. Euh, Yes. je- Alors, voilà, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Tristan, beaucoup non, parce que il est parti, nous a quittés à Nantes. Et donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est interne maintenant en médecine. Il s'est déplacé à Nantes. J'espère qu'il reviendra vite nous voir. bien sûr. Et ça fait partie des garçons avec lesquels en anatomie et dans d'autres matières évidemment, on a pu travailler depuis des années. Ça fait partie des murs de la prépa. Donc vous allez vraiment apprécier. C'est encore mieux quand c'est en présentiel, mais disons que vous allez avoir un avant-goût. Donc l'idée de faire ce cours-là, il était simple. C'est surtout donc de continuer un premier cours que vous avez eu en système d'innervation. Dans l'année, on en fera un dernier. Voilà, ok, donc on va pas en faire plus que ça. Il y en a quatre en tout. On n'ira pas jusqu'au quatrième, ça sert à rien. Donc, si vous arrivez à maîtriser bien celui qu'on avait fait avant les vacances, et ceux qui n'étaient pas là, je vous enverrai la vidéo, et celui-là. Et à la fin de l'année, au mois de mai, juin, on en refera un troisième. Mais il faudra bien les entretenir. Donc, je vous ai mis le cours sur le groupe et on est tout bon. OK? Alors, je te laisse animer la matinée. Tristan, tu peux partager ton document? Et Ouais, c'est bon, on a ton écran, c'est parfait. là, vous Allez, voyez bon tout, c'est cours. bon? Ouais, c'est tout bon. Allez, parfait. Bon cours à tous. Salut, mon cours. Hop. Alors, attendez, juste dernier petit réglage. Bon, déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je sais pas trop si je dois mettre mes écouteurs ou pas. Si quelqu'un peut juste lâcher un petit commentaire et dire si c'est good pour vous. Allez, parfait. Merci, Alexandre. On y va. Donc, pour refaire les présentations rapidement, je m'appelle Tristan. Du coup, je suis interne en premier semestre en radiologie sur Nantes. Et j'ai été pendant 5 ans tuteur à Master Prépa. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas pour tout ce qui est de la partie anatomie. C'est vrai que j'étais un peu le référent, donc c'est avec plaisir que je vous aiderai. Et en plus, l'anatomie, vu que je suis en radiologie, c'est vrai que c'est quelque chose que je rebrasse quand même assez souvent et qui est très important pour moi. Donc voilà, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres questions aussi sur d'autres cours, je peux potentiellement vous aider, bien que j'ai un petit peu moins le temps maintenant, mais c'est toujours avec plaisir si je peux rendre service, parce que j'ai toujours adoré être tuteur. Et ça me manque un petit peu, je vous l'admets. Donc, j'y vais. Let's go. Normalement, vous voyez tout. Aujourd'hui, le deuxième cours d'innervation que Dan m'a dit de vous faire, c'est le cours qui est axé sur le cerveau et qui fait 6 pages. Donc, c'est un truc enfin, qui est vraiment très très court. Alors, court ne veut pas dire non compliqué, parce que l'innervation, vous verrez que c'est, je pense, le cours le plus compliqué d'anatomie, parce qu'il est déjà très long. Vous voyez que vous le scindez en quatre, comme il vous l'a dit. Et il est très complexe parce que c'est beaucoup plus abstrait que je sais pas, que le rein qui est plus petit, que le cœur qui est aussi plus petit et moins complexe. Le cerveau, il y a plein de nerfs, il y a plein de choses dedans, il y a plein de parties qui se ressemblent et qu'on donne des noms différents. Donc c'est vraiment assez compliqué. Et ce qui est dur, c'est les schémas qui sont très très complets. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais en anatomie, donc vous avez les cours, enfin vous avez le texte et les schémas. Et pour moi, c'est vraiment primordial de connaître ces schémas par cœur, pour pouvoir connaître son cours écrit bien comme il faut. Donc, il faut vraiment faire cet aller-retour entre écrit, schéma tout le temps. Et vous verrez que la difficulté, voilà, de l'énervation, je pense que c'est plutôt les schémas. Donc, on y va. Juste, est-ce que vous pouvez confirmer? Ça, c'était le début de ma diapo. Je passe un petit peu rapidement, mais normalement, tout ça, vous l'avez peut-être déjà vu. Le premier cours, vous l'avez fait sur quoi? Si quelqu'un peut juste me dire vite fait, hein, parce que normalement, nous, on va commencer ici, sur ça. Oups. Voilà. Sur le télencéphale et le diencéphale. Et le premier cours, vous avez dû le faire peut-être sur le tronc ou je sais plus. Quelqu'un peut me dire un petit peu. Hop.
Ouais, c'est ça. Moelle, tronc, cervelet. Parfait, merci beaucoup Armand. Hop, attendez juste, j'active les gens. Voilà, c'est bon. Ok, donc on est parti. Si vous avez besoin que je revienne sur des points d'avant, n'hésitez pas à me le dire. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, système nerveux central. Donc ça, c'est ce que vous avez continué la dernière fois. Les infos, vous avez fait du coup moelle et tronc cérébral, qui font partie du système nerveux central. Ok, le système nerveux central, c'est en gros le gros truc qu'on connaît, le cerveau, avec un peu ce qu'il y a en dessous, donc le tronc, la moelle allongée et la moelle épinière. Tout ça, c'est le centre de tout notre départ des neurones. Et tous les nerfs, en fait, qui partent de tout ça, qui vont dans le corps entier, ça, c'est le système nerveux périphérique. Donc, système nerveux central, qu'on appelle aussi névrax, attention à cette synonyme qui peut tomber dans les QCM, il est composé de quoi? De l'encéphale, notamment. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'encéphale, c'est ce qu'on appelle, en fait, dans le commun des mortels, on va dire, le cerveau. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur le cerveau? C'est une masse ovoïde, donc globalement, ça a une tête, enfin, ça a une forme arrondie, 1300 grammes. Forcément, l'anatomie, le cours que vous avez, c'est un peu la base, on va dire, l'humain, un peu avec une taille de, je sais pas moi, 1,70 m, qui fait 10 kilos. Enfin, voilà, donc c'est un peu la, le poids, on va dire, de forme, mais ça peut très bien varier selon les individus. Hop, attendez, juste, parce que je dois accepter à chaque fois le monde qui arrive. Hop, hop, voilà. Donc, 1300 grammes à peu près, donc attention aux conversions, en gros ça fait 1,3 kg. Ok, ça peut vous faire, peut vous piéger dans les QCM. Il est composé de deux parties. Une partie supérieure qu'on appelle le télencéphale. Et cette partie supérieure, elle est séparée en fait en deux hémisphères symétriques. Dans le cerveau, on a un hémisphère gauche et un hémisphère droit. C'est ce que vous voyez du coup. Hop, il faut que je gère ce purée de format. Est-ce que vous voyez ma... Oui, je pense. Donc hémisphère gauche, hémisphère droit. Il faut savoir que dans le cerveau, il y a des parties qui contrôlent plus le côté droit du corps et des parties qui contrôlent plus le côté gauche du corps. Et en fait, il y a une inversion. Il y a un croisement des nerfs et tout, qui font que les nerfs, en fait, qui vont plutôt vers la droite, ils partent de la gauche dans le cerveau, et inversement. Et aussi, il y a aussi des aires particulières dans le cerveau à droite qui contrôlent des fonctions particulières. Et pareil, pour le cerveau à gauche, il y a des zones qui contrôlent des fonctions particulières. Et ça, c'est très compliqué et vous n'allez pas l'apprendre. Mais voilà, il y a vraiment une distinction entre droite et gauche. Donc ça, c'est le télencéphale, c'est la partie qui est en haut. En gros, c'est ce qu'on voit en fait au niveau externe, c'est le télencéphale. Ce qui est un petit peu caché, c'est vraiment quand on dissèque en fait un peu le cerveau et qu'on l'ouvre en deux. C'est la partie qui est au milieu ici, qui est beaucoup plus abstraite, beaucoup plus compliquée à comprendre. Tout ça, c'est le diencéphale. Donc ce que vous devez retenir, c'est que cerveau, encéphale, égale deux parties, une supérieure externe qu'on appelle le télencéphale, séparée en deux hémisphères, un gauche et un droit, et une partie qui est plutôt inférieure, un peu plus basse, et surtout médiane, donc au milieu, qui est cachée du coup par les deux gros hémisphères, qui est au milieu vers là, qui est au milieu là, ok? Et ça, c'est le diencéphale. Ok, je reviens encore là-dessus. Personne, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ça devrait être complet. Petit schéma qui vous montre une coupe sagittale. Vous devez bien connaître vos coupes parce que vous avez le cours de base sur l'anatomie. On a trois plans de coupe qu'on étudie l'anatomie. Le plan coronal, dans lequel on coupe vraiment quelqu'un de face. Le plan transversal ou axial, on le coupe en saucisson. C'est la coupe qu'on voit sur les scanners. Et on a le coupe sagittal, on coupe de profil. Donc là, on a une vue de profil avec l'avant, hop, la cavité nasale, le sinus frontal, la, la voûte du crâne, base du crâne avec sphénoïde, hop, première cervicale, deuxième cervicale, moelle allongée, tronc cérébral, où on retrouve le bulbe rachidien, le pont, le mésencéphale avec une tête, avec un bec là, le cervelet, tente du cervelet, ça vous le reverrez plus tard, je crois, et tout le cerveau. Ok. Donc, extérieurement, à quoi ressemble ce télencéphale? Parce que je vous ai dit que le diencéphale, il est un peu intérieur. Le télencéphale, il est divisé en plusieurs lobes. Donc ça, c'est à connaître et c'est pas très compliqué.
sachant que vous avez un cours qui vous parle un petit peu des os du crâne. Eh bien, les os sont en face des lobes. C'est-à-dire que vous avez l'avant qui est vers là, l'arrière qui est vers là, le bas qui est ici, et le haut qui est là. On est d'accord que vous voyez bien la petite souris qui bouge là, hein, le truc, enfin, le pointeur rouge, hein. Parce que si depuis tout à l'heure je joue avec et que vous ne voyez pas, je suis dans la merde. Donc, en orange, le lobe frontal qui est juste en face de l'os frontal. Il est séparé par ce qu'on appelle un sillon très important, le sillon central, ici là. Ce sillon central, attention, très très important, parce qu'il y a beaucoup de questions dessus, c'est un sillon qui s'appelle le sillon de Rolando. Donc ce sillon central, qui est au centre, hein, littéralement, sillon de Rolando. Ce sillon sépare le lobe frontal du lobe pariétal qui est en regard de l'os pariétal. Ok. Ce lobe pariétal est séparé du lobe occipital qui est vraiment vers l'arrière, en regard de l'os occipital, par le sillon, du coup, pariéto-occipital. Lui, c'est pas compliqué et il n'a pas de nom propre. Ou peut-être, mais en tout cas, c'est pas un nom propre qu'on utilise, je sais même pas. Ok. Et enfin, celui qui est un petit peu plus bas et un peu plus allongé, c'est le lobe temporal qui est en face enfin, de l'os temporal. Le lobe temporal, quant à lui, il est séparé. Donc là, le schéma est un petit peu mal fait. C'est un peu. Bon, vous verrez, les schémas sont un peu tous différents, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, il y a un sillon ici qui est un peu plus profond, un peu plus tracé, qui est le sillon latéral, donc sur le côté, qui sépare un peu le lobe pariétal du lobe temporal. Ce sillon, par contre, il s'appelle le sillon de Sylvius. Donc attention, central, c'est Rolando, latéral, c'est Sylvius. Ok, je recheck vite fait. Désolé de faire les allers-retours comme ça, c'est un peu chiant. Hop, on est bon. Ok, donc, vous avez vos 4 lobes qu'il faut connaître. Il y en a un petit compliqué qui est ici. En fait, c'est un lobe, donc ça, c'est. On a pris un cerveau, et on l'étudie en anatomie, hop, on prend 2 crochets, et on écarte un peu ces lobes, parce que le lobe insulaire, il est un peu vers le diencéphale, il est un petit peu au milieu du cerveau. Le lobe insulaire. Il est très compliqué celui-là, hein, mais voilà, sachez qu'il existe. Il est moins gros, il est moins proéminent, il a moins de fonctions quand même. En tout cas, il est là. Ensuite, le sillon de Rolando qui est ici, en fait, il y a un truc très très important qui se passe à son contact. En avant de ce sillon de Rolando, on a ce qu'on appelle un gyrus. Un gyrus, en fait, c'est tous les boudins qui sont formés par les sillons. Il y a plein de sillons sur le cerveau, vous voyez, tous ces sillons, ces petites crevasses là. Mais du coup, ça délimite des reliefs qu'on appelle des gyrus. Et en fait, il y a 1 million de gyrus sur le cerveau, et chaque gyrus a un peu des fonctions particulières ou pas. En tout cas, il y en a 2 qui sont primordiaux. C'est le sillon qui est en avant, pardon, c'est le gyrus qui est en avant du sillon central, sillon de Rolando. Ce gyrus-là, c'est le gyrus du coup qui est pré-central, avant le sillon central. Logique. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que dans ce gyrus, il y a toutes les voies de la motricité qui passent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les nerfs qui contrôlent la motricité, ils sont présents dans ce gyrus. Là, vous avez plein de nerfs qui partent de là et qui arrivent ici pour contrôler tous les mouvements du corps. Donc si vous avez un jour un AVC ici, c'est capoute. Vous bougez plus, quoi. Voilà ce que ça veut dire en termes pathologiques. Et du coup, le gyrus qui est derrière le sillon central, donc le gyrus post-central, lui, c'est les voies de la sensibilité qui passent ici. Donc pareil, vous avez plein de nerfs, de neurones, de nerfs, hop, surtout de neurones là, au niveau du cerveau, des neurones qui partent de là et qui arrivent ici pour donner l'information. Et donc là, c'est sensible, moteur, sensible, enfin sensibilité. Donc en avant, moteur, en arrière, sensibilité. Ok, juste comme ça, à titre informatif, c'est pas à apprendre, mais chaque lobe a un peu des fonctions, globalement, pour vous en dire quelques-unes et pour voilà, vous intéresser un petit peu aussi à la neurologie qui est très intéressante et très compliquée. Lobe frontal, il contrôle plutôt, je vais dans les grandes lignes, hein, mais lobe frontal, c'est plutôt ce qui est ce qu'on appelle syndrome exécutif,
C'est comment on planifie nos actions, comment on fait nos choses, comment on manipule un peu nos instruments. Si je vous dis, bon, ben, quand vous êtes un enfant par exemple, prends 3 cubes, empilés, et après tu les mets sur le côté, et tu prends que les jaunes, hop, là vous activez votre truc frontal, et vous essayez de planifier quelque chose avec vos mains et votre cerveau. C'est un peu, voilà, la coordination de ce que vous pensez, de ce que vous faites. Un syndrome qui est assez rigolo, c'est le syndrome frontal. C'est quand les patients ils sont complètement désinhibés. Un patient qui a un syndrome frontal, c'est un patient qui perd un peu les pédales et qui vous dit un peu n'importe quoi et qui a plus du tout de barrière. Et du coup, typiquement, c'est le patient, vous rentrez dans sa chambre, il vous dit ah, super, vous êtes hyper beau, j'ai grave envie de vous faire l'amour. Voilà, c'est assez rigolo. Vous verrez ça forcément un jour, surtout en gériatrie. C'est malheureusement les vieilles personnes qui ont des syndromes frontaux. C'est plutôt rigolo. Le lobe pariétal, vous le reverrez dans un autre cours, lui, il vous sert pas mal à la localisation, pour savoir où vous êtes dans l'espace. Voilà, c'est un truc que vous reverrez dans les cours d'optique. Le sillon occipital, vous le reverrez aussi dans l'optique, vu que c'est pardon, le lobe, vu que lui, il contrôle surtout la vision. Voilà, c'est grande fonction. Lobe temporal, c'est plutôt la mémoire, et le lobe insulaire, c'est plutôt les émotions. Les émotions, la peur, tout ça. Voilà, c'est les 4 grandes fonctions. Je ne sais pas si je vous ai remis dans ce diapo. Je ne l'ai pas remis. Mais un truc qui est assez rigolo aussi, je vous invite à regarder. Selon si vous touchez enfin, des parties différentes du cerveau, vous avez des pathologies du coup différentes. Et un truc que j'aimais bien parler et montrer la vidéo quand je faisais des cours en présentiel, c'était les aphasies. Vous pouvez taper sur YouTube aphasie de Broca. Donc aphasie, c'est quand on a des problèmes pour la parole. Il y a l'aphasie de Broca et l'aphasie de Wernicke. Je vous laisserai regarder si jamais ça vous intéresse. C'est des lésions qui touchent donc l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. L'aire de Wernicke est par là, l'aire de Broca est par ici, là où ici, je ne sais plus trop. Et en gros, c'est deux aphasies qui sont rigolotes, bien que ce soit triste pour le patient, comme toujours. L'aphasie de Broca, c'est une aphasie où le patient, en fait, essaye de parler, mais il trouve plus ses mots. Du coup, il va vous dire, ben, docteur, en fait, hier, je suis allé, vous savez, le truc là où ah, on prend un caddie et on... Voilà, ça, c'est l'aphasie de Broca, et ça dure 100 ans, parce que le patient, il essaye, mais il n'y arrive pas. Et l'aphasie de Wernicke, qui se trouve vers là, dans l'aire de Wernicke, c'est une aphasie qui est plus rigolote, où en fait, le patient dit n'importe quoi. Il comprend tout ce que vous lui dites, mais il dit n'importe quoi. On lui dit, ouais, vous avez fait quoi hier, monsieur ou madame? Il va vous dire, bah écoutez, hier, j'ai pris ma voiture et je suis allé dans l'espace, et c'est pour ça que j'ai rencontré ma mère qui, du coup, se promenait son chien. Donc j'ai acheté du riz et j'ai fait vraiment mon petit ménage avec mon aspirateur, quoi. Voilà, il va vous dire ça, il est complètement malade. Donc c'est deux choses qui sont assez rigolotes et les vidéos sont assez parlantes. Hop. Donc on revoit ce petit schéma ensemble. Donc là, c'est le télencéphale que l'on voit. Le diencéphale est caché derrière. Le télencéphale, ici on a l'avant. Attention à toujours quand vous avez un schéma, regardez dans quelle coupe vous êtes. Là, c'est une coupe sagittale, on regarde de côté. L'avant est ici. Là, vous avez un petit trou. En fait, c'est là où il y a le tronc et tout qui descend. L'avant, l'arrière, le bas, le haut. À partir de là, on peut savoir que là, c'est le lobe frontal. En 8 du coup. En 3, vous avez le lobe pariétal. En 5, le lobe occipital. Et en 7, le lobe temporal. Du coup, ici, le sillon central de Rolando, le sillon latéral de Sylvius, le sillon pariéto-occipital, et j'ai oublié quoi? Les deux gyrus en un et en 2. En un, le sillon précentral, en gros le gyrus précentral, qui est le gyrus des voies motrices, et en 2, le sillon post-central, qui est le gyrus, désolé, je viens de me réveiller, le gyrus post-central, qui est le gyrus des voies de la sensibilité. Vous ferez attention dans les schémas, souvent on vous met des parenthèses avec des synonymes. Les synonymes sont parfois un peu plus compliqués et moins utilisés, ça tombe moins en QCM, il faut un peu le savoir. Par exemple, là, le gyrus précentral, on l'appelle aussi la circonvolution, juste par rapport à son relief. Circonvolution frontale, parce qu'elle est plutôt sur le lobe frontal, ascendante, que ça monte, bref. Et là, c'est la circonvolution pariétale ascendante. Hop, voilà, celui-là n'est pas très compliqué comme schéma, ça peut passer. Plus compliqué.
On se retrouve avec un cerveau, mais qui pour le coup est vu d'en dessous. En dessous, avec ici le télencéphale, et en fait ce qu'on voit au milieu, du coup, c'est le diencéphale. Et c'est lui qui est vraiment compliqué pour le coup, parce qu'il y a plein de choses, et c'est un peu dur à se représenter dans l'espace. Donc, si on y va point par point, on retrouve, du coup, si on est en dessous, on regarde le patient comme s'il était allongé sur une table de scanner ou d'IRM. Donc il faut savoir que là, la tête, vous avez l'arrière de la tête, le haut de la tête, et ce qui est enlevé devant vous, là, c'est tout le corps. Donc là, c'est la gauche, et là, c'est la droite. Ok. Le patient est allongé sur le dos. Donc du coup, là, c'est la gauche du patient, là, c'est la droite du patient, là, c'est le devant, et là, c'est l'arrière. À partir de là, vous avez en 1 le lobe qui est le plus en avant, donc le lobe frontal. En 2, ce petit truc-là, c'est un prolongement d'un nerf qui est montré en 14 et 15. En 14 et 15, vous avez les stries olfactives. Donc 14, vous êtes plus vers le centre du corps. Donc c'est la strie olfactive qui est médiale. Ok. Et 15, vous êtes plus latéral, vous êtes plus en dehors. Attention, c'est à ces vocabulaires d'anatomie qu'il faut connaître. La strie olfactive médiale et la strie olfactive latérale, qui se rejoignent et qui donnent le bulbe olfactif. Et le bulbe olfactif, en fait, c'est un peu l'émergence du nerf olfactif, qui est le nerf 1. Ok. Donc le nerf 1, en fait, il part un peu de ce bulbe olfactif, et il fait ça, et après il va se prolonger et donner le nerf qui va de partout. Bref, tout ça là, c'est olfactif. En 3, ici, pardon, vous avez un autre nerf qui part vraiment du centre du cerveau, qui est assez gros, c'est le nerf optique. Un qui va à droite et un qui va à gauche, et qui vont aller vers les orbites. Donc le nerf optique, c'est le nerf numéro 2. Vous devrez connaître vos nerfs par cœur, c'est dans le 3e ou 4e cours, je ne sais plus. Donc nerf optique en 2. Attention, le nerf optique, c'est le numéro 2. Enfin en 3, pardon. Le nerf optique, c'est le numéro 2. Et nerf olfactif, c'est le numéro 1. Ensuite, en 4, ici, vous avez le tractus optique, qui est également présent ici, bien sûr. En fait, le nerf optique qui vient de l'œil, là, hop, il croise ici, en 11, ce qu'on appelle le chiasma optique. Donc les deux nerfs, ils se croisent. Et en fait, le nerf à gauche, hop, il passe comme ça. Et il donne des faisceaux qui vont à droite et des faisceaux qui vont à gauche. Et pareil pour celui de droite. Ici, ça croise. Il donne des faisceaux qui vont à droite et des faisceaux qui vont à gauche. Il y a un entrecroisement des fibres optiques qui se réalise au niveau du chiasma optique. Chiasma est égal croix. Donc nerf optique, chiasma optique et la continuité tout simplement ce qu'on appelle le tractus ou la bandelette optique. Bref, qui cheminent et qui vont aller vers le lobe occipital. 4, c'est bon. 5. 5, très particulier, c'est ce qu'on appelle les corps mammillaires. Vous l'avez déjà vu normalement sur tout ce que je dis là, c'est des choses qui sont présentes au niveau du mésencéphale, qui est la partie la plus haute du tronc cérébral. Normalement, vous avez déjà vu un petit peu ces notions-là. Les corps mammillaires, globalement, à quoi ça sert? À la mémoire. C'est dans le complexe hypothalamo, hypomamilo, hypophysaire, machin. Là, c'est un complexe assez compliqué qui, euh, qui permet de gérer la mémoire. Vous avez ces deux corps mammillaires. En 6, vous avez ce que je vous ai dit, du coup, le tronc cérébral. Et en fait, cette partie-là qu'on voit particulièrement, avec une tête de Mickey, c'est ce qu'on dit sur les scanners. On vous dit pour le repérer, il faut que c'est une tête de Mickey avec les deux oreilles de Mickey. Cette partie-là, particulièrement, c'est le mésencéphale, la partie haute, du coup. Et plus bas, vous avez le pont, moelle allongée. Donc, on vous dit dans le schéma que c'est le tronc cérébral qui est sectionné, enfin, qu'on a fait une coupe au niveau du tronc cérébral. En 7, on retrouve notre lobe qu'on connaît. C'est le lobe qui est, du coup, plus bas, parce que là, on est sur une vue inférieure. Donc, quel est le lobe qui est le plus bas? C'est le lobe temporal. C'est celui-ci, qu'on voit par en dessous. Ok. Lobe temporal. En 8, du coup, séparé par le sillon paréto-occipital, on a le lobe
occipital. En 9, on retrouve une grande fissure. C'est la fissure qui est dite longitudinale. C'est vraiment la fissure qui sépare en fait les deux hémisphères du télencéphale. Donc cette fissure longitudinale, on l'appelle aussi la scissure interhémisphérique, entre les deux hémisphères. C'est exactement ce qu'on retrouve également au niveau de 12. L'équivalent, en arrière, on l'appelle la fissure longitudinale, et en 12, en avant, c'est la même chose, d'accord? Juste que dans le schéma, on vous met, enfin dans la légende, on vous met. euh, Ah non, c'est bon, je vérifiais, mais non, c'est bon, on voulait la même chose, j'avais peur. Des fois, on vous met des noms différents, mais du coup, les deux, ce sont les fissures longitudinales ou également scissures interhémisphériques. Ok. Donc 9, c'est bon. On retourne à 10, qui est ici. 10, hop, c'est une tige qui va se lier à un organe qui est l'hypophyse. Donc c'est la tige hypophysaire, qu'on appelle aussi la tige pituitaire. Il faut bien connaître ces deux noms parce qu'ils sont tous les deux assez utilisés. Donc tige hypophysaire ou pituitaire, elle se raccole à un organe qui est l'hypophyse, et dont vous parlerez un peu plus tard, dans les années futures, je veux dire. C'est pas trop un organe qu'on décrit en première année. Il contrôle un peu toute la régulation du corps, et notamment ce qu'on appelle euh, enfin, les hormones, on va dire. Et l'homéostasie. Il est lié avec l'hypothalamus. Et l'hypophyse et l'hypothalamus, ils contrôlent un peu la régulation du corps. Donc l'homéostasie, c'est quoi? C'est le contrôle des milieux, c'est-à-dire est-ce que vous avez trop d'eau dans votre corps, est-ce que vous n'avez pas assez d'eau, est-ce que ça contrôle aussi le sommeil, est-ce que ça contrôle aussi la température du corps, un peu tout ça. Ça vous régule un petit peu, quoi. 10, 11, c'est bon. 12, on l'a fait. 13. 13, c'est un peu particulier, c'est les sillons qui sont à côté du bulbe olfactif. Du coup, c'est les sillons olfactifs. Donc, lui, pour le coup, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus abstrait. On vous montre un truc sans trop vous montrer le bon truc. Enfin bon, bref, mettez-vous un peu des red flags sur les schémas pour vous dire, ok, ça c'est l'ope frontal, c'est facile, ça c'est l'ope pariétal, c'est facile. 13, c'est un peu chelou, on vous montre un truc sans trop le montrer. Donc, n'hésitez pas à mettre en évidence les chiffres qui sont un peu plus complexes. Donc, 13, sillon olfactif. 14, du coup, je l'ai dit, 15, on l'a fait, c'est les stries olfactives. Et là, 16, 17, 18, 19, un peu plus compliqué. On vous montre des gyrus particuliers. Le 16, c'est du coup le sillon collatéral. Enfin, on vous montre le sillon et gyrus. Le 16 ici, hop, c'est le sillon collatéral. Soit, c'est du par cœur, ça je peux rien vous dire de plus. C'est vraiment pas utile en pratique, hein, mais bon. Le 17, c'est quoi? C'est le gyrus qui est proche de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une partie en fait du temporal qui contrôle également la mémoire. Et donc ce gyrus, il est juste à côté de l'hippocampe. C'est le gyrus para-hippocampique. Le 18, c'est un autre gyrus qui, est, qui fait toute la longueur du temporal et de l'occipital. C'est le gyrus occipito-temporal. Et le 19, c'est le gyrus qui est un petit peu le plus bas. C'est le gyrus temporal inférieur. Donc voilà, c'est vraiment du par cœur, pas grand-chose à vous dire. Para-hippocampique, occipito-temporal et temporal inférieur. Et là, vous avez tout. OK? Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre en évidence les trucs un peu plus compliqués, les trucs qui sont complètement nouveaux, parce que vous savez que au fur et à mesure des cours, en fait, sur les schémas, enfin, sur les légendes, il y a toujours un bon 30% que vous connaissez déjà, parce que vous avez déjà fait d'autres schémas avant, et il y a toujours un petit 60% qui se rajoute, et que vous ne connaissez pas du tout, donc n'hésitez pas à mettre en évidence plutôt ces points-là. Hop, je regarde si... Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Vous pouvez soit prendre la parole en activant votre micro, soit vous m'envoyez, enfin vous envoyez un message, hein. Vraiment, n'hésitez pas. Donc là, on a vu tout ce qui était plutôt extérieur. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui est plutôt intérieur, la configuration interne. Donc là, c'est une coupe de cerveau d'anapathe. C'est ce que vous verrez pour ceux qui font médecine. En deuxième année, on vous fait des TP d'anatomie, où vous étudiez donc du coup des cadavres, littéralement, des gens qui ont donné leur, sang, leur corps à la science. Et il y a un jour où vous verrez plein de coupes de cerveau comme ça, et vous analyserez un petit peu tout ça. Et vous ferez des dessins aussi, ce qui est beaucoup plus dur. Donc, la configuration interne, on retrouve, là c'est une vue de face, ok.
On a du coup l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Ici, la crevasse, c'est la fissure longitudinale, scissure interhémisphérique. Ok. Ici, on retrouve le tronc avec le mésencéphale, le pont, bulbe allongé et moelle épinière qui descend. Les deux hémisphères, ils sont unis. Effectivement, vous n'avez pas un hémisphère droit qui est tout seul, un hémisphère gauche qui est tout seul. Les deux sont collés, les deux sont reliés. Ils sont reliés par leur face médiale. Donc, la face médiale, c'est celle-là, celle-là. Ok, c'est la face qui est le plus vers l'axe euh, central du corps. Donc, comment ils sont reliés? Par deux choses. En rouge, par toute la partie qu'on appelle le diencéphale, qui est une partie du coup unique. Donc, impair, c'est un mot qui tombe en QCM, alors que le télencéphale, c'est un truc qui est pair, il y a deux hémisphères. Donc, cette partie-là, c'est le diencéphale, impair, médian au milieu. Ça relie les deux hémisphères. Et cette partie-là, qui est la. Enfin, il y a les commissures interhémisphériques, pardon. Les commissures interhémisphériques, c'est des endroits, du coup, où simplement les fibres des deux hémisphères sont reliées. Et la plus importante, c'est ce qui est montré en blanc ici, et encadré en noir, c'est le corps calleux. C'est la plus grosse commissure interhémisphérique. C'est le plus gros endroit qui relie les deux hémisphères ensemble. Ok. Donc, intérieurement, qu'est-ce qu'on retrouve? Très important, au niveau du cerveau, vous avez, on le voit bien quand même ici, toute une partie centrale qui est plus blanche et qui en fait est fait de ce qu'on appelle la substance blanche. Et dans la substance blanche, qu'est-ce que c'est en fait si vraiment on zoome au max? On a tous les axones des neurones. Ok. Et les axones, au niveau du cerveau, elles sont myélinisées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gaines de myéline. Il y a une gaine tout autour de l'axone, fait d'un composé qu'on appelle la myéline. Et la myéline, je ne sais pas si vous avez fait. Je fais un petit saut. Je ne sais pas si vous avez fait cette partie-là. Je pense pas. Je l'ai mis au début ou à la fin? Ah merde. Je me souviens plus du tout de ce cours, dans quel sens il est fait. C'est là, pardon. Hop, ici ce schéma, regardez bien. Vous avez un neurone. Donc c'est des structures d'un neurone myélinisé. Vous avez le noyau ici, enfin le corps cellulaire avec le noyau, l'axone. Sur cet axone, en fait, vous avez plusieurs cellules, d'accord? Et en fait, tout le long de l'axone, vous avez une gaine de myéline qui fait que ça empêche l'électricité de passer, et ce qui fait du coup que l'électricité, l'information nerveuse, en fait, au lieu de faire ça, elle va sauter à chaque fois pour esquiver la myéline. Elle va sauter au niveau des nœuds de Ranvier, ça s'appelle, et donc ça fait que l'information va plus vite. Vous le reverrez ça, ou alors vous l'avez déjà vu, je sais plus. Mais voilà, les neurones myélinisés, en fait, ils conduisent l'information beaucoup plus rapidement. C'est tout ce qu'il faut retenir. Je regarde s'il n'y a pas un autre schéma avant. On le voyait mieux, peut-être. Non, je ne suis pas remis. Hop. Bref, bref, bref. Donc, au niveau de la substance blanche, en fait, c'est ça, c'est là où il y a tous les axones myélinisés. Et en périphérie, on retrouve ce qu'on appelle le cortex cérébral. Donc, le cortex, dans tous les organes, on parle de cortex. Cortex, c'est ce qui est plutôt externe, périphérique. Donc, le cortex cérébral, il est plus foncé, vous voyez, et en fait, il est fait de substances grises. Et c'est quoi la substance grise si on zoom? Et bien en fait, c'est que tous les neurones, ils ont leur corps cellulaire avec le noyau qui est présent ici. Et comme le corps cellulaire et le noyau, il y a plus de composés, plus de matériel, et ben c'est un peu plus foncé. Donc en gros, les neurones du cerveau, ils ont un noyau qui est ici, et ils envoient leur axone tout le long de la substance blanche, et après, ça va cheminer, et hop, ça va donner des nerfs. OK? Regarde, pas de questions. OK. Donc on retient bien une fissure qui sépare les deux hémisphères du télencéphale, et les deux hémisphères sont reliés par des commissures interhémisphériques, notamment le corps calleux, et des commissures plus grosses, notamment le diencéphale. Deux substances, une centrale qui est blanche, une périphérique qui est grise. Si on regarde à l'intérieur, c'est parti, un schéma un petit peu affreux, très compliqué. Donc à l'intérieur, du télencéphale, d'abord. Et après, on fera le diencéphale qui est plutôt au milieu. Là, c'est une vue de face, gauche,
droite, en haut, en bas. Le télencéphale, c'est les hémisphères. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? À l'intérieur, on retrouve le cortex cérébral, comme on a dit, avec plein de petits points. Ok. Les petits points, en fait, ça représente quoi? Les noyaux, les corps cellulaires, donc c'est de la substance grise, le cortex gris, le cortex cérébral. Sachez que si on étale tout le cortex, donc toutes les circonvolutions du cerveau, là, enfin, tout ce cerveau un peu boudiné, on l'écrase à plat, le cortex gris fait 2 mètres carrés. Donc c'est quand même 2 mètres carrés de surface avec des neurones, avec des noyaux de neurones. Au niveau du télencéphale, on retrouve du coup le cortex gris, ok, au milieu la substance blanche, et vous avez des machins, des petits noyaux, qui sont tout hachurés également. Tous ces noyaux hachurés, en fait, c'est ce qu'on appelle des noyaux gris centraux, qui sont au centre. Donc vous avez cortex gris, substance blanche centrale, et au milieu de la substance blanche, vous avez quand même des noyaux gris. Donc dans ces noyaux, vous avez des neurones qui partent et qui permettent une information particulière. Vous avez ce qu'on appelle le corps strié. Donc ça, c'est des... Malheureusement, là, je peux rien vous apprendre de plus, c'est vraiment du par cœur par cœur. Et même au niveau pathologique, c'est très très poussé, très compliqué, et je vous dis la vérité, après la deuxième année, c'est des choses que j'ai même pas revues, ça. On vous en parle même plus. Enfin, on pourrait en parler vraiment de manière poussée, hein. Si vous allez faire de la neuro, vous allez plus en parler. Mais en tout cas, dans le socle commun de la médecine, donc 6 ans quand même, et ben, on réutilise même pas trop ces termes, au final. Enfin, très rapidement, du moins. Donc, le corps strié, c'est quoi? C'est un ensemble de deux choses, du noyau codé et du noyau lenticulaire. Le noyau codé, il est un peu compliqué. Le noyau codé, en fait, il est ici et ici. C'est le même noyau. Pourquoi on le voit en deux fois? On pourrait dire qu'il y en a un et deux. En fait, c'est le même. Je vous mets le schéma juste ici. Le noyau codé, c'est ce qui est en violet ici. Et en fait, il fait tout ça. Il est assez gros. Et pourquoi on voit en deux fois? Eh bien, tout simplement parce que cette coupe de cerveau, elle passe, on va dire, par là. Hop, regardez bien mon truc. Ça coupe ici, par exemple. Si ça coupe ici, eh bien, vous obtenez une coupe de face où vous voyez une partie là, en haut, qui est celle-là, et une partie là en bas, qui est celle-là. Si on avait coupé un peu plus en avant, si on avait coupé là, vous auriez eu un gros boudin. Mais là, on a coupé ici à peu près. Donc vous avez deux parties. Donc ce noyau codé, en fait, on l'appelle codé parce qu'il a un peu cette courbure. Il est bien là et là, et du coup, équivalent de l'autre côté, bien évidemment. Donc ça, du coup, c'est le noyau codé. Vous avez ensuite le noyau lenticulaire. Donc le noyau lenticulaire, hop, qui est en 15, 15A et 15B. Donc 15A, hop, cette partie-là, 15B, la partie la plus interne. OK. Donc ça, c'est le noyau lenticulaire. Le noyau lenticulaire et le noyau codé forment ensemble ce qu'on appelle le corps strié. C'est comme ça, c'est du par cœur. Le noyau qui est plus externe ici, c'est ce qu'on appelle le claustrum, comme vous voulez. Donc noyau codé, lenticulaire et claustrum. Vous avez des mots un peu compliqués. Donc là, je vous ai mis striatum, c'est le corps strié en gros, donc c'est codé plus lenticulaire. Et au niveau du noyau lenticulaire, on a deux parties, vous voyez, qui séparent en deux. 15A, 15B, on vous dit. La grosse partie, c'est le putamen, et la petite partie, c'est le pallidum. Donc voilà, c'est vraiment plein de mots nouveaux qui sont enfin, trop chiants. Écoutez, c'est comme ça, c'est la magie du par cœur. Bon, je vais vous dire un truc affreux, mais voilà, comment je retenais ça. Putamen, ça fait penser à pute. Voilà, je suis très pédagogue dans mes moyens techniques. Et en fait, le putamen est plus gros. Donc je me disais, c'est la grosse pute. Voilà, retenez ça si vous voulez, je pense que ça rentrera maintenant. Donc la partie la plus grosse, c'est le putamen, et la partie la plus petite, c'est le pallidum. Trouvez-vous des moyens techniques qui sont affreux, débiles, gamins, tout ça, ça marche mieux que les moyens techniques qui sont hyper compliqués et hyper savants. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à vous trouver les trucs les plus débiles pour retenir. Ça peut vous sauver la vie lors de certains QCM. Donc, là on a fait ça. Substance blanche. Substance blanche, c'est tout ce qui est blanc. Ok. En fait, on décrit trois capsules.
Là, cette partie-là, c'est le centre semi-ovale. Bref. Mais là, il y a une partie qui passe là, une partie qui passe là, et une partie qui passe là, entre les noyaux gris centraux. Tout simplement, la partie qui passe la plus interne, c'est la capsule interne ici. Ici, c'est la capsule externe. Ici, la plus latérale, c'est la capsule extrême. Celle-là est importante, celle-là est importante, celle-là est maxi importante. Parce que dans la capsule interne, il y a toutes les fibres motrices qui arrivent du sillon, pardon, du gyrus précentral. Toutes les fibres motrices qu'on a vues tout à l'heure, elles passent ici. Donc si vous avez un AVC ici, le patient il va être hémiplégique. C'est-à-dire que tout son côté du cou, hop, ça croise, tout son côté gauche va être paralysé. Parce que vous avez touché la capsule interne droite. Ça, c'est un exemple de pathologie. Ce n'est pas à votre programme, mais je vous le dis parce que c'est intéressant. Capsule interne, externe, extrême. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les deux ventricules latéraux, ici et ici. Les ventricules latéraux, en fait, dans le cerveau, c'est plein, c'est une masse, hein. C'est du tissu, ok? C'est quelque chose de compact. Et à l'intérieur de tout ça, vous avez en fait des cavités, enfin, des trucs où il y a quelque chose qui gravite dedans, qui sont libres. Donc c'est les cavités ici, qu'on appelle les ventricules. Hop, on va le revoir là, ce qu'on verra ici. Donc dans le cerveau, vous avez des ventricules. Il y en a deux, un à droite, un à gauche. Ces deux-là communiquent ensemble par le trou de Monro, ça s'appelle. Donc on le verra après. Et le trou de Monro fait communiquer les deux ventricules avec le troisième ventricule qui est plus central et qui se trouve du coup au niveau du diencéphale. On revient sur les ventricules après. Donc tout ça, c'était un peu la partie externe, donc le télencéphale. Et au niveau central, au niveau du diencéphale, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici le corps calleux qui reliait les deux hémisphères, commissure interhémisphérique. On retrouve le troisième ventricule, relié aux deux autres par le trou de Monro. On retrouve, pardon, le gros noyau gris là, c'est le thalamus. Ok. Donc le thalamus, c'est vraiment l'organe de la sensibilité. Toutes les fibres qui permettent de sentir les choses, de ressentir le toucher, le froid, le chaud, tout ça, ça passe par le thalamus. C'est le carrefour de la sensibilité. En dessous du thalamus, en dessous, thalamus, donc l'hypothalamus, qui est assez mal limité. C'est pas un organe qui a bien une coque, qui est bien joli. C'est un peu une continuité de tissu. Donc l'hypothalamus, lui, ce que je vous disais tout à l'heure, il est relié avec l'hypophyse et il contrôle vraiment, il régule le corps, il régule le sang, il régule l'eau dans le corps, il régule le sommeil, plein de choses comme ça. Et vous avez la glande pinéale, qu'on reverra après. La glande pinéale, c'est une petite glande qui contrôle le rythme circadien. C'est ce qui permet de vous coucher et de vous réveiller avec un rythme plus ou moins régulier. Et ce qui fait que le soleil vous donne envie de vous réveiller et que la nuit vous donne envie de dormir. Ça, c'est la glande pinéale. Donc voilà, là, c'est l'intérieur du cerveau, au niveau du télencéphale, au niveau du encéphale, sur une vue coronale, ok, une coupe coronale, une coupe de face. Vous avez les grands reliefs un petit peu. On va détailler tout ça ici. Donc on reprend un petit peu. Désolé, c'est un cours assez barbare à faire parce que bah, malheureusement les schémas sont très très gros et c'est beaucoup beaucoup de nouveau vocabulaire. Et c'est des choses un peu plus abstraites au niveau pathologique, donc c'est plus difficile d'être simple, on va dire. Donc, pareil, coupe coronale, quand vous avez un schéma, tout le temps vous vous dites, OK, où je regarde, qu'est-ce que c'est, où est la gauche, où est la droite. Vue de face, coronale, gauche, droite, haut, bas. On y va dans l'ordre. Le 1 est ici. Le 1, c'est la grande fissure qui sépare les deux hémisphères. C'est la fissure longitudinale, la fissure interhémisphérique. En 2, on vous montre cet espace-là, qui porte un nom, c'est le centre semi-ovale. Bon, parce que sûrement ça a à peu près la forme d'un ovale, j'en sais rien. Centre semi-ovale qui est le centre de la substance blanche ici. En 3, le ventricule latéral, qui est équivalent au ventricule latéral ici. En 4, on vous l'a dit, enfin je vous l'ai dit, noyau codé, qui est courbé, qui donne une autre partie, ici, en 10, qui est également le noyau codé. Noyau codé, noyau codé. En 6,
substance blanche qui passe en interne, capsule interne. En 7, ça doit être, ouais. En 7, capsule externe. Et en 8, capsule extrême. En 5, attention, un peu plus dur, c'est ce qu'on avait en fait tout à l'heure, qui est un peu plus caché entre les deux lobes ici. C'est un lobe qui est un peu plus non individualisé. C'est celui qui était juste là. C'est le lobe insulaire. Donc ce qu'on vous montre en 5, c'est le cortex du lobe insulaire. Donc là, par exemple, petit warning sur le 5 qui est un peu plus compliqué à comprendre. 5, 6, 7, 8, 9. Le gros noyau central gris, c'est le thalamus, carrefour de la sensibilité. 10, noyau codé. 11, ventricule latéral. En fait, ça, c'est une cavité comme ça. Pareil que le noyau codé, il a un sens qui est un peu, enfin, une orientation qui est un peu chelou. Voilà les ventricules latéraux. Oui, c'est tout ça, ça courbe un peu comme le noyau codé, ça a plein de petits renflements et tout. Et du coup, c'est pour ça que pareil, si on coupe en vue frontale, eh ben, on peut avoir deux parties qui apparaissent, notamment ici, donc ventricule latéral, ventricule latéral. Ok. 12. 12, c'est le troisième ventricule. Pourquoi on dit 3? Parce qu'on a un ventricule latéral droit, un ventricule latéral gauche, ça en fait deux. Donc le ventricule ici, qui est médian, qu'au niveau du diencéphale, c'est le troisième ventricule. 12, ok. 13. 13, cette partie du lobe temporal qui rebique vers l'intérieur, comme ça vers le haut, cette partie-là, en fait, c'est l'hippocampe. Donc en 13, on vous montre le cortex de l'hippocampe. Très important cet endroit-là, c'est un truc qui s'atrophie quand on a la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est très très compliquée, qui est très peu connue. Enfin, en fait, on fait le diagnostic que post-mortem, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment de marqueurs qui nous disent OK, c'est sûr, c'est un Alzheimer, sauf la clinique qui est très parlante. Mais en fait, on peut le savoir vraiment que quand la personne est décédée et qu'on analyse son cerveau en détail, et ce qu'on retrouve très souvent, et ce qu'on voit aussi à l'imagerie, c'est une atrophie des hippocampes. Ces hippocampes-là, ils deviennent tout petits, ils se ratatinent, et ça donne en fait ces troubles de la mémoire. Donc ça, c'est l'hippocampe. 13, 14. 14, ça vous montre cette partie-là qui est en dessous du thalamus, c'est l'hypothalamus. 15A, 15B, noyau lenticulaire, la grosse partie putamen, petite partie pallidum. 16, le claustrum. 17, c'est le sillon latéral, donc le sillon de Sylvius. 18, hop, on retrouve un truc qui est très compliqué, je reviens pas trop dessus, c'est un truc qu'il faut prendre par cœur, c'est le fornix. C'est un relief particulier, qui est un peu une commissure aussi interhémisphérique. Très compliqué le fornix. 19, pareil, très compliqué, nouveau truc, c'est le septum pellucidum. C'est une petite séparation. Bref, fornix et septum, ça vraiment vous le mettez en warning. C'est du par cœur. Je l'ai jamais entendu plus tard, on s'en fout. 20, substance blanche. Donc attention, là, c'est un peu trompeur. Des fois, les schémas sont mal faits. Je pense que le jour du concours, on vous mettra pas des trucs comme ça, mais on vous dit que 2, c'est le centre semi-ovale, et que 20, c'est la substance blanche. En soi, on pourrait très bien inverser le 20 et le 2. D'accord? Parce que le centre semi-ovale est au niveau de la substance blanche. Donc c'est vraiment des traits qui sont pas très très bien faits. Il faut pas trop se prendre la tête. Retenez que le centre semi-ovale, il est là et là, hein, évidemment. Que la substance blanche, elle est là et là, évidemment. Mais bon, si jamais ce chiffre-là, ce trait-là tombe, bah, lui, ça serait plus semi-ovale et lui, ça serait plus substance blanche parce que c'est du par cœur la première année. Bon, attention à ce petit truc. 21, du coup, c'est le cortex. Hop, 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 hop. Et 22, c'est le corps calleux, commissure interhémisphérique. Et vous avez tout. Ok? Donc vraiment pas simple ces schémas, hein. Pas simple du tout. Allez, on continue. Donc, est-ce que j'ai mis le... Ouais. Pour faire un point sur les ventricules, voilà à quoi ça ressemble. Télencéphale, donc la vue sagittale, avant, arrière, moelle allongée, pont mésencéphale qu'on voit pas, cervelet, lobe occipital, lobe temporal, caché lobe insulaire derrière, lobe frontal, lobe pariétal, le sillon de Rolando avec le gyrus, post, pré, bref, vous avez tout compris. Et ici, on a les ventricules latéraux.
un à gauche, un à droite. Ils ont cette forme hyper chelou parce que pendant l'embryogenèse, donc pendant la formation de l'embryon et du fœtus, on a ce qu'on appelle un enroulement télencéphalique. En fait, on a une petite machin, ça vous le verrez pour le coup. On a une petite boule, et d'un coup ça se développe, et quand ça se développe, ça s'enroule. Pour ça, cette forme enroulée du cerveau. Et en fait, les ventricules suivent. Ils ont du coup cette forme enroulée un peu chelou. Bref, ces deux ventricules, on leur décrit plusieurs parties. Une corne frontale qui va vers l'avant, une corne temporale qui est vers le lobe temporal, et une corne occipitale qui va vers l'occipital. C'est facile, c'est logique. Ces deux ventricules, ils communiquent ensemble par un petit trou qui est le trou de Monro. C'est le foramen. Trou égale foramen. Ok, c'est la même chose. Le foramen de Monro, c'est le foramen interventriculaire, entre les ventricules. Et du coup, ce foramen, il fait communiquer avec le troisième ventricule qui est médian. Tout ça là, c'est pas à apprendre. Ce schéma, c'est un schéma en plus. Donc deux ventricules latéraux qui communiquent par le trou de Monro, foramen de Monro, avec le troisième ventricule. Une vue de face, ça donne ça, c'est un peu moche, mais typiquement c'est ça. Pour les ventricules, je vous invite, et même pour le cerveau en général, vous avez le temps, enfin vous aurez le temps un petit peu, avant vraiment de commencer d'être dans le bain, de mettre des vidéos YouTube. Parce que les vidéos YouTube, en fait, elles sont en 3D, et ça aide vraiment, vraiment à voir les choses. Parce que le cerveau en 2D, c'est vraiment pas simple. Donc, sur une vue de face, qu'est-ce que ça donne? Ventricules latéraux, qui ont cette forme chelou, qui communiquent par des petits trous, donc foramen de Monro, avec le troisième ventricule. Et ce troisième ventricule, il descend par ce qu'on appelle l'aqueduc de Sylvius. Donc attention, c'est le même nom que le sillon de Sylvius. Donc l'aqueduc de Sylvius qui est ici. Ok. Aqueduc de Sylvius. Cet aqueduc de Sylvius, en fait, il est proche du mésencéphale. Bref. Et il descend, et il donne un renflement qui est du coup encore une cavité, le quatrième ventricule. Ok. Quatrième ventricule. Quatrième ventricule, ça descend, et ça donne le canal épandymère. Le canal épandymère, c'est le canal dans lequel circule du coup le LCR dans toutes les cavités là. Dans tous les ventricules, vous avez le LCR, le liquide céphalorachidien, qui est un liquide qui permet plein de petits trucs. Ok, je ne vous rends pas dans les détails. Et du coup, il circule tout le long et il descend le long du canal épandymère. Ce canal épandymère, il chemine tout le long de la moelle épinière du coup. Ok. À noter que sur ce quatrième ventricule, vous avez un trou, pas celui-là, trou de Monro, vous avez le trou de Magendie. Le trou de Magendie, c'est le trou avec lequel le LCR, du coup, il s'écoule. Donc le LCR, il est sécrété au niveau des plexus choroïdes. Vous le reverrez, ça. Vous l'avez déjà vu, je ne sais plus. C'est des petites formations qui sont un peu, qui tapissent tout le long des cavités épandymères, on appelle ça, tout le long des ventricules. Ça sécrète du LCR. Le LCR, du coup, il est là-dedans, hop, il fait son chemin, hop, 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 et il descend tout le long de la moelle épinière. Ça, c'est le trajet normal. Mais comment il est évacué? Mais en fait, tout le long du cerveau, il y a plein de veines. Et du coup, à chaque partie, il y a des petits endroits où le liquide céphalorachidien il peut être réabsorbé par les veines et circuler de partout. Et surtout, quand il descend ici, au niveau du trou de Magendie, et ben le LCR, il s'en va et il remonte pareil dans plein de veines, dans des sinus particuliers. Donc il a un peu un espèce de circuit comme ça, le LCR. Il est sécrété là, il descend, hop, il est réabsorbé, il est sécrété, réabsorbé. Il y a quand même une partie qui descend tout le long de la moelle épinière. Voilà. Donc on résume, ventricules latéraux, avec une forme un peu allongée, un peu courbée. Un, 2, communique avec le troisième ventricule par les trous de Monro. Troisième ventricule, aqueduc de Sylvius. Quatrième ventricule avec le trou de Magendie. Et canal épandymère. Ok, quelles questions? On est bon. Les commissures interhémisphériques, c'est les petits endroits qui relient le télencéphale, enfin l'hémisphère droit avec l'hémisphère gauche. Je vous ai dit, il y en a plusieurs. Il y en a une qui est assez facile à comprendre, c'est le corps calleux. Je reviens dessus, le corps calleux, c'est ce qui est ici. Ce corps calleux, pardon, ce corps calleux, c'est, on dit, une lame épaisse, convexe, qui enroule le diencéphale.
céphale, donc sur une vue sagittale, ici, vue de profil, il est là le corps calleux. Pareil, il a toujours cette espèce d'aspect enroulé. Bref. Attention, un truc qui peut tomber en QCM, c'est nul, ça sert à rien, mais on vous décrit un peu les différentes parties du corps calleux. On a ce qu'on appelle le bec, le genou et le splénium ou bourrelet. Bon, c'est vraiment nul, ça sert à rien du tout, mais ça peut tomber comme ça. Donc attention à connaître ces trois parties, vous le reverrez sur ce schéma qui est affreux. Donc le corps calleux, c'est le plus important relief qui relie les deux hémisphères. Et on a deux autres trucs qui sont le fornix. Et en fait, le fornix, ça ressemble à ça, c'est dégueulasse. Ok. Le fornix, c'est ce qu'on voyait ici. Là, on voyait le corps du fornix, qui correspond en fait à ça, là. Ok. Le corps du fornix. Et le fornix, il donne en fait deux petites choses qui sont ici. Les corps mammillaires et deux autres racines. Bref, cette forme est affreuse. Ça, bien sûr, c'est pas du tout à connaître, hein, pas du tout, du tout. En tout cas, les corps mammillaires, rappelez-vous, c'est les deux trucs qui sont ici. En fait, ces deux corps mammillaires qui permettent la mémoire, notamment, ils sont issus du fornix. Mais bon, vous embêtez pas, hein, vraiment, ça, c'est... Qu'est-ce que c'est les commissures interhémisphériques? Corps calleux, fornix, commissure antérieure, je pense que ça suffit largement. Mais voilà, si vous voulez savoir un peu plus à quoi ça ressemble, c'est ce machin. Et on a la commissure antérieure, en avant du troisième ventricule, donc sur une coupe sagittale. Là, on vous a mis un peu les trucs que vous devez connaître, vous. Qu'est-ce qui relie les deux hémisphères? C'est le corps calleux le plus important, le fornix, qui a une tête un peu bizarre, et la commissure antérieure qui est juste ici. C'est un petit endroit, juste où les deux hémisphères sont reliés. Pas plus de détails. Et on vous dit que c'est où? En avant du troisième ventricule. Donc en gros, c'est à peu près vers là. Ok. Voilà, donc juste un, 2, 3. Trois commissions à connaître par cœur sans trop rentrer dans les détails. Donc, on arrive sur ce schéma qui est vraiment très indigeste, parce que c'est plein de points, de relief, on ne sait pas ce que c'est, et pourtant on vous dit de s'apprendre par cœur, ça sert à rien. Mais bon, c'est le jeu. Qu'est-ce que c'est cette coupe? C'est une coupe sagittale qui passe vraiment par le milieu du cerveau, ok, et qui passe du coup par le diencéphale. C'est une partie qui est beaucoup plus complexe que le télencéphale. Si on reprend un petit peu, je vais aller plus vite sur ce schéma parce que malheureusement c'est beaucoup de par cœur, mais il y a des choses du coup que vous connaissez rapidement quand vous avez fait le début du cours. On va prendre dans l'ordre hein, pour rester didactique. En un, on vous montre un petit truc ici qui, à ce niveau-là, est proche du thalamus, qui est le gros noyau gris central. C'est une adhérence interthalamique. En gros, c'est la partie qui fait communiquer les deux thalamus ensemble. Bref. En deux, on vous montre, ici en fait c'est quoi? C'est le troisième ventricule. On vous montre la face du troisième ventricule. En trois, donc sur ce schéma, je vous invite vraiment à mettre des couleurs, parce que là, c'est vraiment indigeste en noir et blanc. Les couleurs, je trouve que ça peut être pas mal sur ce schéma. Parce que tout est assez confondu et à côté, tout a la même tête. En 3, on vous montre la fissure transverse du cerveau. Vous avez la fissure longitudinale qui sépare vraiment les deux hémisphères. Et ici, on a la fissure au milieu, un peu sur un plan horizontal, qui est la fissure transverse. Bref, en 4, on vous montre le splénium du corps calleux. Splénium, c'est l'arrière du corps calleux, ou bourrelet. Ok. Et du coup, si on continue ce corps calleux, en 17, on a le genou, et en 16, on a le rostrum. Rostrum qui est en fait le bec. C'est un peu des mots différents, mais c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on retient surtout, c'est que là, c'est l'avant, là, c'est l'arrière. Donc, en avant, on a le rostrum, le genou, et en arrière, on a plutôt le bourrelet, le splénium. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça, on l'a déjà vu. En fait, c'est la glande pinéale. Je vous en ai parlé, elle est ici, et c'est elle qui régule le rythme circadien, qui vous permet de dormir et de vous réveiller. Elle est juste là. En 6, 6, commissure postérieure, qui du coup fait écho à 15, commissure antérieure. Donc ces deux points-là, c'est juste des endroits où les hémisphères ils communiquent entre eux, le postérieur et l'antérieur. 7, hop, ici. 7, c'est quoi? Ventricule qui descend par une petite tige. Donc ça, c'est l'aqueduc
de Sylvius. C'est ce qu'on retrouve ici. Ici. Aqueduc de Sylvius qui va descendre, qui va donner le quatrième ventricule et canal de l'épandymère. 7, 8. 8, c'est le corps mammillaire. Enfin, les corps mammillaires, qui sont une extension du fornix. Bref. 9, c'est en dessous du diencéphale, c'est la partie la plus basse du diencéphale, c'est l'hypothalamus. Vous voyez qu'il n'est vraiment pas un organe individualisé, c'est vraiment juste une continuité, donc c'est un peu dur à différencier. En 10, on vous montre un truc compliqué, c'est une petite pointe qui rebique de l'hypothalamus. C'est l'infundibulum thalamus. Enfin, du thalamus, c'est un peu nul. Bref. En 11, on vous montre, donc ça paraît que c'est hyper dur à comprendre ce schéma, c'est le chiasma optique. C'est là où les nerfs optiques, ils arrivent, des yeux qui sont vers là, et hop, ça croise au niveau du chiasma optique. Donc ça, attention, c'est un peu piégeux. 12, vous l'avez vu déjà, c'est les stries olfactives, avec 14, le bulbe olfactif. 15, on l'a dit, c'est la commission antérieure. 16, le rostrum du corps calleux, genou du corps calleux. 18, hop, un peu compliqué. 18, c'est là, c'est le trou avec lequel communiquent les deux ventricules latéraux, donc c'est le trou de Monro, qui donne le troisième ventricule, aqueduc de mésencéphale, aqueduc de Sylvius. 19, pareil, un peu compliqué, ce 19, en fait, c'est ça, le septum pellucidum. Donc là, on le voit de côté. En fait, le septum pellucidum, c'est une espèce de grande cloison sagittale. C'est une petite cloison qui sépare deux choses. Donc sur une vue de face, on a juste un trait qui est là. Sur une vue de profil, du coup, on voit tout l'étendue de cette cloison qui est ici. Donc pareil, un peu dur à différencier du reste. 19, 20. Ici, en 20, on a le fornix. Donc ce fornix, c'est une courbure un petit peu bizarre. Ok. Fornix, du coup, qui ressemble, rappelez-vous, à ce machin-là. En 21, qui est ici, on a le sillon qu'on appelle calcarin. Donc attention, nouveau mot, nouveau par cœur. Celui-là, on l'encadre en rouge. On fait très attention. Sillon calcarin. Le sillon temporal, qui est en 22. Hop. Sillon temporal. Soit. En 23, on a le cuneus. Donc là, en fait, c'est des nouveaux mots. C'est des nouveaux petits reliefs au niveau des lobes qu'on différencie, parce que dans chaque lobe, vous vous doutez bien qu'il y a plein de noms différents, enfin plein de trucs différents. Et c'est vraiment du spécialisé plus plus. En tout cas, là, ça vous fait plein de nouveaux mots à apprendre. Donc tout ça, c'est du encadré en rouge-rouge, d'accord? Cuneus. En 24, le sillon pariéto-occipital, ça vous le connaissez. En 25, on a le précuneus, donc avant le cuneus. Pareil, encadré en rouge, c'est du par cœur. Et en 26, ici, on a le lobule, bon, affreux, au paracentral. Bon, ça c'est de la merde, clairement. On s'en fout, c'est du par cœur. Donc vraiment, c'est 26, 25, 23, 22, 24, 21. Là, c'est vraiment des nouveaux trucs. On apprend par cœur, bien que j'ai jamais vu ça tomber en annale, hein. Voilà. Affreux, affreux, affreux. Ce schéma, je pense que c'est un des plus durs. Donc, des couleurs, des indications, trouvez-vous vos moyens pour retenir tout ça et mettez bien en relief ce qui est un petit peu nouveau et un peu compliqué sans trop de. Enfin, savoir que ça, c'est le sillon pariéto-occipital, c'est facile. Si vous savez que ça, c'est le pariétal et ça, c'est l'occipital. Par contre, savoir que ça, c'est le cuneus, que ça, c'est le calcarin ou quoi, c'est un peu plus compliqué. Donc, donnez-vous les moyens de retenir les choses un peu plus facilement. Hop. Allez, bon, on finit bientôt. Hop, il nous reste, c'est bon que ça, hein. Le diencéphale, on revient un petit peu dessus. C'est la partie qui est au milieu, du coup, qui est impaire, médiane. Dans ce diencéphale, on retrouve le troisième ventricule, qui est du coup une dilatation épendymaire. Quand vous dit épendyme, c'est un peu un équivalent des ventricules, tout simplement. Tout ce qui est creusé enfin, tout ce qui est cavitaire dans le cerveau, où il y a du LCR notamment. En fait, c'est une dilatation de l'épendyme. L'épendyme, c'est quoi? C'est le canal de l'épendyme. C'est ça. Le canal de l'épendyme, ici, par continuité, on dit que. Enfin, on l'appelle canal de l'épendyme, mais c'est l'épendyme. Et en fait, il fait tout ça, là. Enfin, c'est tout ça. Et tout ça, en fait, c'est des dilatations de l'épendyme, entre guillemets. Bref, c'est des mots qui veulent dire la même chose, en gros. Prenez pas la tête. Donc, troisième ventricule, c'est un endroit où l'épendyme, il se dilate, et ça fait bah, cette forme un peu chelou. Hop, j'arrive pas. Cette forme un peu chelou. Donc, troisième ventricule, c'est au niveau du encéphale, impair, médian, ça communique avec l'aqueduc du mésencéphale et les deux ventricules latéraux par le trou de Monro. Ok, on l'a déjà dit. Thalamus, c'est le plus volumineux noyau gris central.
oblique en avant et en dedans, un peu compliqué. Et sa face inférieure répond à l'hypothalamus. C'est pas compliqué. Thalamus, effectivement, quand on compare, c'est le plus gros des noyaux gris centraux. Sa face inférieure, elle est juste au-dessus de l'hypothalamus. Ok. Carrefour de la sensibilité, on se rappelle. L'hypothalamus, il est entre les pédoncules cérébraux et il a une tige pituitaire qu'on appelle la tige hypophysaire, parce que ça va donner l'hypophyse qui est en dessous. Et il y a également les deux corps mammillaires qui sont au contact. Donc ça, vous le voyez. Non, avant, j'arrive sur le mésencéphale au niveau du tronc, ici. Au niveau du mésencéphale, c'est la partie la plus haute du tronc cérébral. Vous avez la tige pituitaire, les deux corps mammillaires, le diencéphale en fait qui est juste en haut. Et donc le diencéphale qui est en haut, juste en dessous, il y a l'hypothalamus. En fait, l'hypothalamus, il est collé à tout ça. Ok. Et donc l'hypothalamus plus tout ça, ça donne un complexe. Arrivé. Tup, tup. Ça donne un complexe qui va permettre de faire la mémoire aussi. Ça a un grand lien avec la mémoire. Et tout cet ensemble forme un organe neuroglandulaire. Enfin, surtout l'hypothalamus en fait. C'est un organe neuroglandulaire, ça veut dire quoi? C'est un organe qui a des neurones, qui sert beaucoup pour tout ce qui est nerveux. Et glandulaire, ça veut dire qu'il sécrète des hormones. Donc hypothalamus, organe neuroglandulaire. Le corps pinéal, on l'a vu, c'est un organe qui est tout petit, qui est au milieu, taille d'une lentille, et qui est plutôt postérieur au niveau du troisième ventricule. Troisième ventricule, ici, postérieur, on a la glande pinéale. Rythme circadien, je répète. Et les plexus choroïdes, ils émanent de la pymère qui tapisse la fissure transverse du cerveau et sécrète le LCR. Donc, les plexus choroïdes, en gros, ils sortent d'où? De la pymère. La pymère, c'est quoi? Ici, vous avez les méninges. Je ne sais même plus si vous l'avez vu ou si vous allez le voir. Les méninges, c'est quoi? C'est les enveloppes du cerveau. On a, en gros, ici, l'os, une enveloppe qui est la plus externe, qui est la dure-mère. Ensuite, on a l'arachnoïde. Et ensuite, on a la pymère. Et la pymère, du coup, c'est la plus interne, celle qui vraiment tapisse tout le cerveau. La pymère qu'on retrouve ici en bleu, elle est vraiment collée au contact du cortex. Et c'est de cette pymère que naît les plexus choroïdes. Est-ce qu'on le voit un peu? Ouais. Hop. Donc, en tout cas, enfin, en gros, de cette couche la plus interne, et au niveau notamment de la fissure transverse, qui est du coup, je vous rappelle, ici, là, au milieu. Donc la fissure transverse, c'est le truc un petit peu compliqué à retenir, mais bon, c'est pas très important de toute façon. Donc de cette fissure transverse, donc je vous rappelle un 3 hein, ici, là, il y a des plexus choroïdes, et il y en a aussi au niveau des ventricules, hein, qui vont du coup sécréter le LCR, le liquide céphalorachidien, qu'on appelle aussi des fois le LCS, liquide cérébrospinal, c'est la même chose, hein. Et je vous ai dit, ce LCR, en fait, il permet d'apporter des nutriments, d'alimenter un petit peu le cerveau et de faire un petit peu de. Enfin, c'est l'homéostasie. Ça régule un petit peu les milieux liquidiens. Bref, c'est un peu compliqué. En tout cas, ça donne beaucoup d'informations dans certaines pathologies pour le coup. Donc voilà, on a fait le tour d'un peu des trucs importants du diencéphale. Hop, ça c'est la suite. Donc dans le cours que m'a envoyé Dan, ça s'arrête là. Enfin, on s'arrête vraiment au cerveau. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les méninges ou quoi. En tout cas, pour moi, donc, je pense que je vais m'arrêter. Ah, je vais juste revenir sur ça, parce que c'est ce dont quoi je parlais. Le LCR ou LCS, là, vous avez un peu une représentation des cavités, avec les ventricules latéraux, troisième ventricule, aqueduc de mésencéphale, aqueduc du sylvius, quatrième ventricule, trou de Magendie et canal de l'épendyle. Les plexus choroïdes, c'est ce qui est en rouge ici. Ça tapisse vraiment l'apimère, l'épendyme, et du coup, ça sécrète le LCR qui fait comme ça, hop, qui descend, et hop, il descend tout le long, mais aussi, il est rattrapé ici par le trou de Magendie, ici par les sinus veineux, et du coup, ça chemine dans les veines, dans les sinus veineux, ça descend, ça remonte, bref, ça fait plein de tours comme ça. Et à quoi ça sert? Ça protège un peu le SNC, parce que du coup, ça permet d'avoir enfin, moins de contact, comment dire?
C'est un peu comme quand vous mettez de l'huile quand ça rouille, quoi. Voilà, ça permet de faire bouger un peu la chose. Si c'est tout sec, ça va un peu tout frotter, un peu tout se heurter, donc ça permet un peu voilà, de protéger. Nutritif, parce que ça transporte des nutriments. Et ça élimine les produits. Ce qui est un petit peu mauvais, bah, c'est éliminé, c'est jeté ailleurs dans les sinus. Bref. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Non, voilà, c'est tout. Je, comment c'est réabsorbé tout ça? Donc ça chemine, hop, 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 et c'est réabsorbé dans les veines au niveau de ce qu'on appelle des granulations, ces petits bouquets là. C'est les granulations de Pacchioni. En fait, ça va dans ces granulations, elles vont dans les sinus, dans les veines, et du coup, c'est réabsorbé à ce niveau-là. Et on le voit aussi là-dessus, là. C'est un autre schéma. Cerveau, substance blanche, cortex, hop, choroïde, enfin plexus choroïde, pardon. Et là, granulation de Pacchioni. Du coup, le LCS, il fait comme ça, hop, et il va dans ce qu'on appelle les sinus veineux, là c'est une veine, par ces granulations. Donc c'est comme ça qu'il est réabsorbé le LCR dans le sang. Voilà, voilà. Donc je vous laisse sur ça, sachant que les méninges, vous le verrez sûrement plus tard. Ce cours-là est en fait court, hein, il fait 6 pages, mais vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à prendre le temps de colorier vos schémas ou de vous mettre des annotations. Je sais pas, moi je n'étais pas trop au coloriage, mais en tout cas, annotation, oui. Donc ça peut vous permettre de vous aider pas mal. Surtout, vidéo en 3D, vidéo YouTube et tout, ça va vraiment vous aider. Parce que les planches comme ça, là, indigestes, c'est un peu affreux. Donc tant que vous avez le moment, vous aurez plus trop le moment de vous balader sur YouTube pendant la première année, donc faites-le en amont quand vous bosserez ce cours, que ce soit maintenant ou plus tard. Voilà, voilà. Pour moi, c'est good. Est-ce que vous avez des questions? Pardon, j'avais pas vu. Ça vient d'où les commotions cérébrales? Les commotions cérébrales, c'est un vaste terme. Je sais pas si tu as plus de pression sur ta question. Commotion cérébrale, c'est quand tu as un choc, enfin que tu fais notamment un traumatisme surtout, et du coup tu as des lésions axonales, c'est-à-dire tu as la vitesse de célérité à laquelle tu t'es frappé, et le choc, ça fait un peu bouger ton cerveau dans sa boîte crânienne, et du coup le cisaillement un petit peu de ce mouvement-là, ça vient rompre certains neurones et certains tissus fibreux, et faire des petites lésions un peu de partout. Donc voilà, donc ça peut soit faire des lésions un petit peu diffuses et petites comme ça, des petites lacunes, des petites je perds mon terme, bah, des petites contusions. Soit ça peut te faire des hématomes, ça peut rompre des vaisseaux et te faire du sang. Et donc les commotions cérébrales, c'est un vaste terme hein, qui englobe plusieurs choses comme ça. C'est surtout plus traumatique, on va dire. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, c'est un peu vaste le terme commotion cérébrale. Commotion cérébrale, un synonyme un peu, c'est traumatisme crânien, littéralement. Dis-moi si, Hugo, tu veux que je reprécise. Commotion cérébrale, c'est pas forcément au niveau de la pimaire, c'est vraiment au niveau de ton crâne en entier. En gros, retiens simple, commotion cérébrale égale traumatisme crânien. Et du coup, traumatisme crânien, ça peut donner tout et n'importe quoi. Ça peut te faire saigner en pétant les vaisseaux, ça peut te faire rompre tes cavités, bon, ça c'est très rare, mais tes cavités, tes ventricules. Du coup, ça peut, oui, atteindre la pimaire. Et la pimaire, il y a des vaisseaux, donc ça peut saigner. Ça peut bloquer, du coup, si ça coupe au mauvais endroit, ça peut bloquer ton LCR, donc il peut y avoir une accumulation de LCR. Ou alors ça peut se rompre, donc ton LCR, il peut couler de partout. Vraiment, commotion cérébrale, c'est traumatisme crânien et il se passe plein de complications. Que ce soit au niveau de la primaire, de la dure-mère, de partout, partout. Si vous avez des questions sur tout ce qui est plutôt pathologie, n'hésitez pas, hein, parce que ça peut intéresser sûrement certains d'entre vous. Même surtout que bah, comme je suis en radiologie, j'ai beaucoup, beaucoup d'imagerie euh, à vous fournir si ça peut vous intéresser. Et voilà, d'ailleurs, si vous voulez, je peux même... Ah, je sais plus si je l'ai encore. Attendez, je peux vous montrer un truc si vous voulez. Hop. Donc ça, c'est une conférence de radiologie que je vais faire pour une autre écurie. Typiquement, les commotions cérébrales, un peu, un peu compliqué, mais c'est pas ce que ça donne le plus souvent, mais ça peut faire ça. Donc là, vous avez un cerveau, un scanner. Ici, vous avez le cortex. Hop, est-ce que je peux mettre un... hop, 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 ici. Vous avez le cortex cérébral. Hop, donc gauche, droite, avant, arrière. Et les ventricules latéraux. Les ventricules là qui sont très très gros ici, qui sont tout dilatés. En fait, la commotion cérébrale, elle peut boucher par du sang ou par d'autres mécanismes les trous de Monroe,
l'aqueduc du mésencéphale, bref. Et si ça bouche, le LCR, du coup, il s'accumule dans les ventricules et les ventricules grossissent. Ça donne une hydrocéphalie, il y a une accumulation d'eau dans les ventricules. Donc ça, c'est une hydrocéphalie, par exemple. Là, vous avez des exemples d'hydrocéphalie. Hop, hop, hop. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'était ça, l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Sous l'arachnoïde. Donc, c'est en gros une hémorragie qui se situe dans les méninges. Et ça, pareil, ça peut être une commotion cérébrale. Si vous vous tapez fort la tête, vos veines peuvent se rompre, vos artères peuvent se rompre. Et donc, il peut y avoir du sang qui va se mettre partout dans le cerveau, et notamment dans les espaces sous-arachnoïdiens. Donc, en fait, dans toutes les petites fissures, donc tout ce qui est en blanc, en hyperdensité, c'est du sang qui ne devrait pas du tout être là. Ça devrait être noir, tout ça. C'est des cavités. Et du coup, ici, vous avez une hémorragie sous-arachnoïdienne qui est très importante. Ici, c'est une patiente que j'ai eue il y a une semaine, qui était plutôt jeune en plus. Et donc, en fait, ce sang, il se met un peu de partout. Et donc là, bah, s'il y a trop de sang, ça va faire de la pression, ça va comprimer un peu tous les organes, enfin, tout ce qu'il y a dans le cerveau. L'hyperpression, ça peut donner des choses terribles, ça peut aller jusqu'au décès. Bref, voilà une commotion cérébrale, ce que ça peut donner, par exemple. Vous avez plein d'autres exemples que je pourrais vous montrer si jamais vous êtes intéressé. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit sur le cours ou sur d'autres choses? Ça a l'air d'aller. Si jamais vous avez des questions sur ce cours, n'hésitez pas. Mais si vous avez des questions sur l'anatomie de manière générale, n'hésitez vraiment pas. J'ai été référent de ça pendant très longtemps, donc j'ai beaucoup de diapos sur les cours, je les ai fait plusieurs fois, et j'aime beaucoup ça. Donc vraiment, il n'y a aucun souci, vous me dites à tout moment s'il y a besoin de quoi que ce soit. Je pense que vous pouvez avoir mon numéro avec Dan, vous lui demandez, vous dites je veux parler à Tristan, il vous donnera mon numéro. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages donc, sur WhatsApp, mais aussi des audios. Si vous avez des longues questions, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup parler par message. Je préfère les audios, vous expliquez avec vos mots, plutôt que des longs pavés de 4000 lignes. Voilà, ça c'est juste ma petite préférence, mais vous faites comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, et peut-être à bientôt. Bon courage pour vos petites études, et à très vite pour les prochains cours si jamais. Ciao, ciao, bonne journée tout le monde. Merci, Merci, au bye. revoir. Merci, au revoir.